Bonjour à tous. Alors en gymnastique, en athlétisme, en saut à la perche, en natation et dans bien d'autres disciplines sportives et olympiques, qui dit victoire dit aussi prise de risque et innovation. Si la technique est bien sûr indispensable à la victoire, la petite touche en plus, la petite touche de folie, c'est parfois un petit grain de folie dans une figure à la Nadia Comaneci ou bien en saut à la perche qui fera toute la différence au résultat. Mais pas que, c'est aussi parfois l'occasion de donner au sport l'occasion d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, en repoussant les limites et faire ainsi évoluer un sport. Bref, ils ont fait d'une contrainte un tremplin pour gagner en innovant. Qui sont ces champions qui ont innové pour gagner tout simplement? Bonjour Christophe. Bonjour Marie. Bourgois Costantini. Coach mental, je le rappelle, auteur notamment des 100 meilleurs exercices d'auto-coaching techniques simples et éprouvés pour développer votre plein potentiel. Ça sert évidemment à nos amis sportifs, aux éditions Diathéno. Alors, devinette du jour peut-être. Alors aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, comme chaque jour, mais aujourd'hui, c'est plus particulier. Alors vous allez essayer de deviner. Figurez-vous qu'il a assisté à 26 Olympiades. Deuxième indice, il a connu les 5 présidents du Comité international olympique du CIO, dont Samaranch. Si je vous dis que son idole était Abebe Bikila, qui est champion olympique du marathon, et si je vous dis qu'il a été pendant très longtemps rédacteur en chef à l'équipe, vous me dites c'est... Dans les starting blocks, ça doit être Alain Lunzenfichter. Oh là là, mon Dieu, votre nom. Lunzenfichter. Lunzenfichter. Bonjour Une Alain. légende du sport et l'olympisme. Bonjour Alain. Bonjour. Pardonnez-moi de vous avoir écorché pour commencer l'émission. Le marathon a mal commencé aujourd'hui. Bienvenue dans cette âme des Jeux. Nous sommes ravis de vous recevoir sur Radio Notre-Dame pendant cet été olympique. Vous qui avez quand même une histoire de journalisme sportif, mais pas que. Vous êtes également écrivain. Vous avez dirigé l'équipe. Vous étiez rédacteur en chef adjoint du journal L'équipe de 1975 à 2013. Vous en avez vécu des Jeux olympiques. Alain Lunzenfichter, votre dernier ouvrage, on peut le mentionner également, Histoire au pluriel des élections des villes olympiques d'Athènes à Pékin, le premier tome, si je puis dire, de 96 à 2008, et puis de Vancouver, le même ouvrage, tome 2, donc Histoire des élections des villes olympiques de Vancouver à Brisbane, de 2010 à 2032, rien que cela. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'histoire olympique n'a pas de secret pour vous et les innovations non plus. Alors Alain, je voulais que... Pardon, oui. allez-y. Oui, il y a beaucoup d'innovations à travers les âges et à travers l'olympisme qui dure depuis 130 ans maintenant. Oui. Et donc, le saut en hauteur, par exemple, est parfait de l'évolution des techniques à travers presque 130 ans d'olympisme. Alain, Oui. avant qu'on en parle, pardonnez-moi, qu'est-ce que ça fait d'être journaliste qui couvre les Jeux olympiques par rapport à d'autres sports que vous avez pu couvrir? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qu'il y a de différent en fait? C'est la densité qui est différente. C'est-à-dire que vous avez 35 championnats du monde en même temps dans la même ville. C'est différent d'un championnat du monde d'athlétisme qui a lieu à Doha ou à Rome ou quelque part d'autre. Et vous avez suivi l'évolution progressive du professionnalisme, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu un changement d'âme au cours de toutes ces années que vous avez pu couvrir? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas eu de changement d'âme. C'est-à-dire qu'avant, les pays de l'Est étaient des professionnels marrons. C'est-à-dire, ils étaient militaires, ils s'entraînaient toute l'année. C'était des véritables professionnels, mais ils ne gagnaient pas d'argent. C'est-à-dire la différence, elle est là. Ils étaient payés par l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans aucun pays du monde. Alors revenons à notre sujet, si vous le permettez, Alain. Effectivement, c'est toujours intéressant de savoir, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pu constater après toutes ces années, effectivement, d'évolution des Jeux Olympiques. Et puis l'état d'esprit, c'est vrai que c'était intéressant, effectivement. Merci Christophe pour la question, parce que ça donne un état d'esprit sur maintenant la vision nous avons du sport tel qu'il est présenté dans nos médias. Et je pense que effectivement la télévision, je crois que vous en parlez dans l'un de vos livres, Alain, justement, ça a joué forcément un rôle aussi dans la perception, la réception
que nous avons du sport aujourd'hui tel qu'il est, c'est-à-dire complètement professionnel, avec beaucoup d'argent en jeu. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui continuera à jamais, j'imagine, de nous fasciner, nous qui apprécions tellement le sport, c'est évidemment l'innovation pur sucre, c'est-à-dire humaine, avec l'intelligence, le savoir-faire, la technique, la passion, l'amour qu'on y met. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de saut en hauteur. C'est pas la seule discipline, évidemment, où il y a eu de l'innovation. Est-ce que toutes les disciplines, pour commencer, au fond, pour répondre à cette question d'innovation, est-ce que toutes les disciplines ont bénéficié et bénéficient encore de cet esprit d'innovation pour dépasser un peu les limites humaines, les limites de la gravité, etc., etc. Dans toutes les disciplines, c'est le cas. On cherche toujours à évoluer, à faire mieux que par le passé. Et donc, oui, le saut en hauteur est l'un des meilleurs exemples. Ouais, et pas que, il y a aussi le saut à la perche, voilà. La perche, tout ça, les chaussures, les pistes d'athlétisme, tout ça évolue dans la performance. Alors, restons sur le saut en hauteur, mon cher Alain. Qu'est-ce que vous avez pu voir de vos yeux vus? Je crois en plus que vous étiez à Mexico, où il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable en 68. D'ailleurs, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées dans cette année olympique. Et on va parler donc du Fosbury, j'imagine. Oui, mais pas que, parce que le saut en hauteur a franchi plusieurs étapes. C'est-à-dire, on a sauté en ciseaux, puis en saut costal, puis on a sauté en saut ventral, puis en Fosbury flop. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Qu'est-ce que c'est, le Fosbury flop? Oui. C'est-à-dire qu'on attaque la barre sur le dos, alors que dans les précédentes évolutions, on attaquait la barre de façon de face. Et en donc ventral. le Fosbury flop. Et comment racontez-nous un peu l'histoire, comment cette idée est venue à ce champion justement d'exécuter ce saut sur le dos comme ça? Eh bien, je vais vous surprendre. J'ai eu de nombreuses conversations avec Fosbury, et un jour m'avoua qu'il n'était pas le véritable inventeur de cette technique, mais il a fait évoluer celle d'un autre Américain, Bruce Conde, qui l'avait utilisé dès 63, mais au niveau national. Et Fosbury l'a utilisé au niveau international et est passé à la postérité. Quant au pauvre Conde, il est passé à la trappe. Et on parlait aussi de Debbie Brill, non? Qui était une sauteuse en hauteur canadienne qui apparemment avait une technique similaire qu'on appelait le Brill Brand. Et apparemment... Oui, pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'elle mélangeait tous les systèmes, c'est-à-dire le costal et le Fosbury flop. Et qu'est-ce que disent les gens à l'époque quand ils voient Dick Fosbury arriver et un peu tel un rocker faire les choses à l'envers de tout le monde, en fait? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que ça choque, effectivement, dans un premier temps? Ça choque tout le monde, même les juges qui ne savent pas si c'est techniquement valable. Donc, au départ, ils l'ont disqualifié plusieurs fois avant que on passe à la postérité. Il a dû passer diverses étapes où ces sauts n'étaient pas reconnus. Ouais. Je crois que, pardon Christophe, j'allais passer à la gymnastique, je vous ai un petit écart, voyez, moi aussi. Je voulais rester là-dessus parce que vous êtes un très bon écrivain, Alain, et la presse disait à l'époque que c'était poétique, allitératif, conflictuel même. On est une époque dans les années 68 où il y a une rébellion qui se voit actuellement aussi sur les jeux, qui se voit dans la lutte contre le racisme, le sexisme, etc. Est-ce que selon vous, ce saut, il marque une époque aussi par rapport à ça? Pas du tout. Là. Je pense que c'est de l'innovation pure. Hein. La politique, en 68, c'est le point levé des Américains. C'est ça qui est resté à la postérité avec le Fosbury flop et le saut en longueur
le saut en longueur où on a passé 8,90 m. Hein. Dernière question sur le saut en hauteur, et que je trouve très poétique quand même. Un journaliste écrivait qu'en fait, il avait perdu 2 ans plus tôt son petit frère fauché par un camion, et le fait de sauter la barre comme ça, il tournait le dos au chagrin. Je trouve ça très beau, en fait. C'est un journaliste qui écrivait ça. Les dames poétiques ce matin, notre Christophe. C'est poétique, mais ça n'a rien à voir avec... Bien sûr, mais précisez aussi qu'on tombait sur de la sciure et des copeaux de bois. C'est pas comme maintenant avec des matelas très confortables. Ah ouais. Non, mais vous savez, on retombait de 2 mètres, sur le dos, dans du sable, souvent dans du sable. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, le record du monde du Cubain Javier Sotomayor à 2,45 m depuis 1993, ça fait mal. Hein. Et ou encore la Bulgare Stefa Kostadinova, qui a le record du monde depuis 37 ans. L'arrivée des matelas en mousse a changé beaucoup de choses. Et le matériel en général, c'est vrai, joue un rôle. On n'en a pas encore parlé, effectivement. Ben, si, là, vous venez d'en parler, justement, Alain. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'évolution de la technique. Donc, les chaussures pour l'athlétisme, le matelas, vous en avez parlé. Je sais qu'en gymnastique, c'est exactement la même chose. Les tapis ne sont pas en tapis, on appelle ça j'ai oublié le terme, mais ça reviendra peut-être. Les pistes, j'imagine, ne sont pas constituées du même matériau non plus, etc., etc. Ça compte. Enfin, je vous pose la question à tous les deux. Vous pourriez nous évoquer, cher Alain, l'évolution un peu dans la perche, comment on est passé, j'imagine, du bois, du bambou à la fibre, la perche aussi, les chaussures, les starting blocks, la piste, comme l'a évoqué Marie-Ange. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Au début, la perche sont extrêmement rigides et ils sont en frêne, en chêne ou en merisier. Et les premiers adeptes passent à peine 3 mètres. Hein. Ouais. Mais puis, on passe au bambou, qui est plus flexible, avec laquelle le Français Fernand Gondère devient champion olympique avec 3,74 m aux Jeux intermédiaires de 1906. Le dernier utilisateur de la perche en bambou est l'Américain Cornelius Vanmerdam, qui en 1942 va passer à 4,77 m. Mais on passe très vite à la perche métallique et aux fibres de verre développées par la NASA qui prennent le relais. Wow. Avec ce nouveau matériel, les athlètes prennent de la hauteur et on passe aussitôt 5 mètres. L'évolution de ce matériel fait que le record du monde passe très vite à 6 mètres avec le soviétique Sergei Boubka au meeting de Paris en 1985, et on voit que la France n'est pas en retrait avec les perchistes français, avec Vigneron, Quinon, Ouvion, Galfione, qui deviennent recordman du monde ou champions olympiques. Le 21e siècle cherche toujours plus sophistiqué et permettent à Renaud Lavillenie, qui n'ira pas aux Jeux à Paris. Oui, il a été éliminé ce week-end. Il n'a pas fait les minima. Il n'a pas franchi les 5,82 m qui étaient nécessaires à sa sélection. Ou encore le Suédois Armand Duplantis, qui tutoie le ciel avec aujourd'hui 6,25 m. Dans les starting blocks, par exemple, qui décide d'innover selon vous ? C'est l'athlète ? C'est l'entraîneur de l'athlète ? C'est autre chose ? Ce sont des scientifiques dans leur coin qui se disent on peut améliorer selon vous ? Comment ça se passe, ces innovations ? C'est quoi dans les starting blocks Ah oui, d'accord. Pour les départs de 100 mètres. Au point de vue technique, vous voulez dire Les starting blocks, vous savez, ça a commencé dans les années après la guerre. Avant, Jesse Owens, par exemple, il creusait son petit trou pour mettre ses pieds, et donc il calait ses pieds là-dedans, et puis il a été champion olympique quand même. Mais aujourd'hui, les starting blocks, ils détectent les faux départs au centième de seconde. Wow. Voilà ce qui a évolué. Les courses de George Simpson, le sprinter américain, utilisa les premiers plots en bois et il les utilisa comme appui, et ce n'est qu'en 1948, aux Jeux de Londres, qu'ils furent finalement autorisés. Avant, il y avait des trous, on mettait des trous, et puis
c'est pareil pour la piste. Il y a eu beaucoup de changements. Alain, il y a eu quelques années pas mal d'échanges négatifs avec notamment des nageurs qui mettaient des combinaisons pour gagner en performance. Ça a été interdit. Qui s'occupe de ça au CIO en fait? C'est quoi? C'est une personne? C'est un groupe de scientifiques? Comment ça se passe en fait pour appliquer des normes? En fait, c'est pas le CIO qui décide. Hein. C'est les fédérations internationales qui sont responsables des décisions. Donc aujourd'hui, c'est par exemple le starting block, c'est la Fédération internationale d'athlétisme. D'accord. Et toutes les innovations passent par les fédérations internationales et qui sont acceptées par le CIO ensuite. Ouais. Donc, ce n'est pas le CIO qui décide. Je vais être casse-pied avec ma gymnastique, mais là aussi, il y a eu toute une polémique récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, autour du fameux juste au corps qui change. Alors, ça ne plaît pas, on dit que c'est que, voilà, on voit plus les formes et que ça gêne certaines gymnastes. Alors, je parle des femmes, hein, évidemment. Mais c'est vrai que ça peut poser aussi des problèmes là aussi, la perception le choc que ça peut générer sur le coup avec soit une innovation, soit un nouvel accoutrement en ce qui concerne par exemple la gym. Mais dans d'autres disciplines, je ne sais pas, certainement que c'est aussi le cas, probablement dans d'autres disciplines. Voilà, là, je peux vous dire que ce sont les sociétés de matériel sportif qui font la pluie et le beau temps. Hein. Je veux dire, ça vient. Vous regardez un meeting d'athlétisme. Ouais. Il est impossible de voir qui mène si vous n'avez pas le dossard devant, parce qu'ils sont habillés de la même façon. Vous savez, à l'époque de Jazzy, on savait que Michel était en maillot jaune, oui, en short bleu, avec des Adidas. Aujourd'hui, bon, on ne sait plus, il y a le 5000 mètres du meeting d'athlétisme de Lausanne, par exemple, ils sont 27 avec le même maillot. Vous voyez, hein. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste de l'athlétisme, vous n'y comprenez plus rien. Je voudrais revenir, Alain, sur un de vos sports de prédilection, donc, qui est l'athlétisme, et oui, vous parliez de l'évolution sur la piste. Mais en fait, quand vous regardez les grands champions kenyans, qui sont entraînés notamment par le père Colm O'Connell, dont on reparlera dans une émission. Il travaille, en fait, il court sur de la terre battue, sans chronomètre pratiquement, puisque lui, il écoute ses athlètes. À côté de ça, on va faire des innovations complètement dingues. Est-ce que vraiment, il y a nécessité de faire une évolution pour devenir champion? Alors, je vous ramène un petit peu à Michel Jazzy. En 1964, quand il a couru le 5000 mètres des Jeux de Tokyo, s'il y avait eu une piste avec de synthétique comme le tartan, comme aujourd'hui, il aurait été champion olympique. Parce que la course s'est déroulée sur une pluie battante, dans une cendrée qui n'avait plus de rapport avec une piste normale. Il aurait été champion olympique avec une piste en tartan. Vous savez, le tartan, il a été inventé en 67. La première piste en tartan était à Font-Romeu. Hein. Puis, à Mexico, le tartan a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on pouvait courir sous la pluie, dans la neige, par exemple. Mais bon, vous savez, c'est l'évolution des matériaux, ça. Avec des pneus neige. Enfin bref, j'allais vous demander justement peut-être une dernière question pour vous, Alain Zennfichter. Est-ce que l'innovation... On a l'impression que ça va s'arrêter là, mais non, mais on a du mal à imaginer ce qu'on pourrait encore inventer de plus. Et pourtant, je pense que c'est une phrase de dinosaure de dire ça, parce que un sport par essence ne cesse d'évoluer au fur et à mesure des championnats et autres JO, au fond. Mais vous voyez, par exemple, les chaussures. Oui. Aujourd'hui, avec ces chaussures avec des lames d'acier, tous les records sont battus. Tous les records sont battus. Des lames d'acier, d'accord. Ça n'a même plus de signification tellement les records sont battus de très loin, de très loin. Imaginez qu'il y a une femme qui court le marathon en 2,53 €. Il n'y a pas si longtemps que le meilleur français, il ne courait pas cette distance à cette allure. Alors, donc, pour moi, par exemple, pour le marathon, ce n'est plus le temps qui compte, c'est la victoire. Wow. C'est celui qui bat les autres, c'est tout. Le temps, pour moi, c'est secondaire.
Mais bon, comme tout le monde veut des performances et que tout le monde veut les chaussures qui vont vite, comme les gamins ils disent, des chaussures qui vont vite, qui valent quand même 300 €. Hein. Merci beaucoup, Alain. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci, Alain Dunpfister. Je rappelle quand même vos 2 derniers ouvrages, Histoire des élections des villes olympiques, d'actualité évidemment, d'Athènes à Pékin, et puis le second tome de Vancouver à Brisbane aux éditions de l'Harmattan. Merci, Alain Dunpfister. À bientôt, Alain. À bientôt.